La langue française est sa terre d'exil. Nimrod a quitté le Tchad il y a près de 30 ans, peu après l'assassinat de son père pendant la guerre civile. Docteur en philosophie, poète, il vit désormais à Amiens, en France, au cœur de cette plaine picarde qui lui rappelle la si lointaine Afrique, née dans l'ethnie Kim, ce peuple du bord de l'eau. Il revient à sa terre natale, qui est peut-être l'unique terre promise. Bonsoir Nimrod. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde, sur les berges du Chari, district nord de la Beauté. Magnifique titre, c'est donc un recueil de poésie. Le Chari, c'est un fleuve de votre pays, le Tchad, pays francophone d'Afrique. Que représente pour vous au juste ce fleuve ? C'est le fleuve que j'ai découvert quand j'avais 5 ans, c'est-à-dire que mes parents se viennent plutôt de l'autre côté du fleuve qui s'appelle le Logone. Ce sont les deux principaux fleuves du Tchad. Le Logone est long de 900 km, mais le Chari est le plus grand. Il fait 1200 km. Donc, et j'arrive sur ce fleuve-là, j'ai 5 ans. Et je crois que j'ai fait toute ma vie là, sur ce fleuve-là. Et il est magnifique. Il est magnifique aux grandes saisons. Et vous, ce sont donc des souvenirs, bien entendu, un enracinement. Et pour les Tchadiens en général, qui vivent sur les bords de ce fleuve, il est source de quoi, si ce n'est d'eau ? Mais il est tout, surtout pour un enfant et surtout pour une personne comme moi qui appartient à la tribu des pêcheurs. Ouais. Parce que mon père me disait, mais pourquoi tu as te préoccupé de ta langue maternelle? Qu'est-ce qu'elle vaut, cette langue-là? Sortie du domaine aquatique, elle ne sait rien exprimer d'autre. C'est pour dire que cette langue, comme beaucoup de langues africaines, elle n'exprime qu'un domaine de la réalité donnée. Et donc, vivant, notre vie est dans l'eau. Notre vie, l'eau est tout pour nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, où ces gens qui viennent de cette tribu sont devenus ce que je suis devenu, c'est-à-dire pas tant, ils ne sont pas devenus des écrivains, loin de là, mais ils sont devenus des ingénieurs, des théologiens, tout sauf des pêcheurs. Ouais. On peut dire que c'est tout un patrimoine qui est perdu. Et donc, ce que nous savions faire, c'est cette vie sur l'eau. Et quand on est sur l'eau, on est aussi sur le ciel. On sait lire les configurations, on sait lire le mouvement des étoiles, des nuages, l'herbe, le frémissement, le vocabulaire, la richesse qu'il y a pour dire les mouvements de l'eau, des coquillages. Ouais. Même si on ne mange pas les coquillages, les poissons. Par exemple, quand l'Eurostom a fait le catalogue raisonné des poissons, le 80% du vocabulaire, il a pris à ma tribu. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment tout pour moi. Et cela, c'est d'ailleurs au cœur de votre livre, de votre recueil de poésie. Poésie qui est marquée par la terre aride, par les odeurs du pays que vous avez quitté, on l'a dit. Est-ce que vous retrouvez par l'écriture ce rapport à cette Afrique si lointaine ? Elle n'a jamais été lointaine, puisque je n'écris que sur ça. Et de toute façon, un écrivain ne quitte jamais un pays, et un écrivain n'écrit que sur l'enfance. Quand je suis arrivé en France, on me demandait, mais pourquoi vous n'écrivez pas sur la France ? Je me demandais, mais quelle question incongrue. Pourquoi ? Surtout que j'étais arrivé à 33 ans, vous vous rendez compte. On ne devient pas écrivain à 33 ans. Mais vous dites, vous écrivez « Je n'aime pas la poussière, j'en viens, recommandez-moi à l'azur ». Vous vivez dans la plaine picarde, en quoi vous rappelle-t-elle, là encore, l'Afrique ? Parce qu'au fond, aujourd'hui, vous pourriez écrire sur la plaine picarde. Mais si, j'écris. Mais pour faire une œuvre sur la plaine picarde, il me faudra une autre vie. C'est impossible. Or, il ne vous a pas échappé que les écrivains, c'est quand ils arrivent vers 60-70 ans qu'ils sont capables d'écrire sur leur enfance. C'est-à-dire que
je commence simplement à avoir les moyens d'écrire sur mon enfance. Et avec ça, ne me demandez pas d'écrire sur la plaine Picarde. Non, en revanche, je vais vous demander de lire pour le plaisir de nos téléspectatrices et de nos téléspectateurs un extrait, une poésie. Si vous le voulez bien, Nimrod, on vous écoute. Oui, c'est le second fragment d'un poème dédié à ma mère. J'ai aimé ma mère, j'ai embrassé son destin, comme un fils, comme un mendiant, qui priait en secret les dieux d'allonger ses jours à proportion des miens. Je l'aime comme un exilé saisi par la douleur d'espérer les vœux qu'on remise à peine nés au fond d'un cœur taillé pour le bonheur. Au sort, ma mère présentait des contes sans envier personne, ni même la lune, ni même le soleil. Elle qui était courageuse sans être mère courage. Je pleurais en la voyant si sereine, moi que tourmentaient les pressentiments, en cette zone de l'être où naît un cœur de poète. La mère, c'est une figure centrale de votre poésie, de votre œuvre? De ma poésie, pas beaucoup. De ma fiction, oui. Oui, c'est capital. Pourquoi? Un trait d'union entre vous et justement ce que vous évoquiez, le passé, l'enfance? Oui, absolument. Absolument. Parce que d'abord, c'est elle qui a fait mon éducation. Et puis, on a beau dire, l'art a beau être du genre masculin, du moins dans cette langue française que nous utilisions, c'est plutôt une activité féminine. Donc, je me suis plutôt senti toujours accordé avec les femmes. J'ai plutôt rué dans les jupons de ma mère qu'autre chose. Tout à l'heure, vous évoquiez votre voilà. père, s'agissant de la langue maternelle, vous disiez ce qu'il vous disait, elle ne sert à rien. Quel est votre rapport à la langue française? Entre 6 ans et 10 ans, j'ai appris 6 langues. Comme le Tchad est une babelle, un Tchadien normalement constitué en parle au moins 8. Et il en comprend le double à l'oreille. Et quand je suis allé à l'école, et comme à l'école c'est le français, dès que j'ai commencé à parler cette langue, elle m'a fasciné tellement, c'était si beau que je crois que je me suis reposé de toutes ces autres langues-là et c'est ça. Et on écrit une langue que parce qu'on l'aime. C'est le même rapport que aimer une personne, aimer sa mère, aimer une terre. Et mon rapport avec la langue française, c'est un rapport d'amour. Cette terre, ce pays, le Tchad, on en a parlé récemment, Nimrod, il y a quelques jours seulement au Festival de Cannes avec la diffusion d'un film de Mamad Saleh Haroun. Il s'agit d'un documentaire qui s'appelle Hissène Habré, une tragédie tchadienne. Il s'agit d'un film sur la répression sanglante menée par l'ancien dictateur Hissène Habré qui est jugé au Sénégal. Quel regard portez-vous sur cette page de l'histoire de votre pays? Si je suis en exil, c'est à cause d'Hissène Habré. J'avais 19 ans quand Hissène Habré prend le pouvoir et j'ai senti tout de suite que je ne sais pas tenir ma langue. Peut-être que ça, ce n'était pas important, mais j'écrivais déjà et je ne voyais pas comment je pouvais vivre sous cet homme-là. D'ailleurs, votre père a été assassiné Oui. en grande partie parce qu'il était pasteur luthérien. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes issu d'une ethnie, les Kim, de confession plutôt protestante. Oui, dans quelles absolument. conditions a-t-il été assassiné? Comme ces hommes qui
Mais mourir au Tchad est d'une banalité. Il n'y a pas à chercher le nombre de gens, le nombre de cadavres qu'on ramasse tous les matins au Tchad, c'est d'une banalité extraordinaire. Je ne dis pas ça parce qu'on m'a présenté un micro. Ça vaut même pas la peine de revenir sur cette période. De revenir sur cette période, mais d'ailleurs, elle n'est pas exclusive, elle n'est pas vraiment au cœur de votre poésie. Hein. Oui. Mais on sent pour autant qu'il y a quand même une violence un peu retenue. Mais une violence extraordinaire. C'est pas les mêmes qui tuent. Je ne connais pas des gens adorables comme des Tchadiens. Un Tchadien se tuerait pour vous. C'est extraordinaire. Ils vivent dans le pays le plus violent qui soit. Ils sont pleins d'amour, mais il y a quelques-uns qui tuent. Une petite minorité qui tue, une petite minorité qui met ce pays à feu et à sang. Justement, vous évoquez ces violences dans la région. Il y a notamment Boko Haram qui sévit désormais dans votre pays, en sévissant d'ailleurs au Nigeria, dans l'extrême nord du Cameroun, qui est frontalier de votre pays, le Tchad. Comment est-ce que vous vivez ces événements ? Avec une peur extraordinaire, parce que c'est l'arbitraire le plus total. L'arbitraire le plus total, avec la peur que ça tombe sur un des vôtres. Et par ricochet, toujours, ça tombe sur un des vôtres, parce que on se connaît tous. On se connaît tous. C'est curieux, d'ailleurs, que d'une manière ou d'une autre, tu finis par savoir que un tel est tombé, mais tu connais son cousin, tu connais un tel qui était un confrère, un condisciple, et c'est extraordinaire. Vous y êtes retourné à la demande de votre mère, justement pour vous occuper de la tombe de votre père défunt. Comment êtes-vous ressorti de cette expérience, de ce retour au pays ? J'ai été au Tchad là en janvier et j'ai été encore au Tchad là en février. Donc ça fait à peine un mois que je suis rentré du Tchad. Donc j'y vais tout le temps et c'est pas... Vous écrivez là-bas quand vous y êtes ? C'est trop difficile. Je prends des notes comme ça, oui. Je prends des notes comme ça. Certaines deviennent quelque chose, d'autres non. Vous mettez ça sur papier en rentrant ? Je prends sur place, comme ça, oui. Comme toutes mes notes, d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça devient. Et un jour, ça devient quelque chose. Même ça met très, très longtemps. Et ça devient un ouvrage sublime sur les berges du Chari, district nord de la Beauté. C'est aux éditions Bruno Doucet. Merci beaucoup, Nimrod, d'être venu sur notre plateau dans 64 minutes sur TV5 Monde pour parler de votre recueil de poésie. Merci beaucoup.